Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour, ça vous va allez bien? Oui, oui. Merci. Maître Dubé, on va poursuivre notre quiz qu'on a commencé il y a quelques chroniques et elle a terminé aujourd'hui. Oui. Et comme je l'ai mentionné, je ne connais pas les réponses, puis je ne voulais pas non plus parce que je veux vraiment participer. Mais je voulais mentionner à la dernière chronique que je n'aurais pas de note forte parce que c'est là qu'on réalise que beaucoup de choses qu'on ne connaît pas au niveau juridique, qu'on se doit de savoir, ou du moins de prendre les informations nécessaires auprès de gens compétents pour s'assurer qu'on fait les choses dans les règles de l'art. C'est dans toutes les sphères de notre vie aussi. Puis, comme vous avez vu, on ne parle pas nécessairement seulement de sujets de notaire, mais des fois, si vous n'êtes pas en mesure, vous ne savez pas à qui vous adresser, on en a des clients qui nous appellent, là, je suis en train de me séparer, telle affaire ou tout ça, puis que c'est pas nous qui avons l'expertise parce que lorsque ça devient contentieux ou criminel, on ne peut pas, mais on a des contacts, on a des gens à qui on peut vous référer pour suivre votre dossier. Justement, hier, dans le cadre d'une succession, ça devenait vraiment litigieux, mais on a référé quelqu'un en cette matière-là pour pouvoir poursuivre le dossier parce que nous, comme notaire, on ne pouvait pas s'engager dans la chicane. Parce qu'il y a des gens compétents chez Mallette qui peuvent... Oui, chez Mallette et même à l'extérieur de chez Mallette, on a d'autres bureaux de professionnels avec lesquels on collabore régulièrement. OK. Alors, il manque un mot. Est un document permettant de choisir une personne qui pourra prendre certaines décisions pour vous si vous devenez inapte à le faire vous-même. Donc, c'est le mot qui manque, un testament, un mandat de protection, une procuration ou un cautionnement. C'est facile, parce qu'on en a parlé beaucoup. Il faut dire que ça fait des années que je fais des chroniques avec Maître Dubé. Ce serait un mandat de protection, parce que vous en avez parlé beaucoup de l'importance de ce mandat. Oui. Mandat de protection, qui est la nouvelle appellation depuis 2016, qui était mandat cas d'inaptitude avant. Puis c'est encore largement utilisé. Fait que quand vous entendez mandat en cas d'inaptitude, mandat de protection, c'est la même chose. Donc, ce mandat-là peut contenir une procuration également à l'intérieur qui permet d'agir immédiatement pour une personne qui n'est pas en mesure de le faire, pas parce qu'elle ne peut plus, parce qu'elle doit avoir encore être capable en mesure de donner son consentement, mais mobilité réduite et tout ça. Mais lorsqu'on est en prévision d'inaptitude, la personne est vraiment inapte, n'est plus apte à exercer ses droits civils, autant au niveau de ses soins de santé que ses biens, ses avoirs et tout ça. Donc, c'est un document très important. Et il ne faut pas oublier que ça s'appelle maintenant un mandat de protection. Oui. Le mandat, justement, avant 18 ans, il est interdit de boire de l'alcool, fumer des cigarettes, chasser avec une arme à feu. Aucune de ces réponses, moi, je vous dirais aucune de ces réponses. OK. Donc, on va commencer par l'alcool. D'après moi, ils sont tous interdits. Boire de l'alcool, c'est pas interdit. C'est en acheter qui est interdit. OK. On joue sur les mots. On joue sur les mots, oui. Donc, une personne mineure ne peut pas acheter de l'alcool ou des produits du tabac. Donc, c'est pour ça que les verbes sont importants. Boire, fumer, c'est pas ce geste-là qui est interdit, c'est l'achat. OK. Voilà la nuance. Donc, mais la loi n'interdit pas formellement à un mineur de consommer ces produits. Donc, si je vais avec la réponse officielle. Quant à la chasse, il ne faut pas oublier notre troisième affirmation, dès l'âge de 12 ans. Donc, un adolescent peut obtenir son certificat de chasseur et il doit toutefois être accompagné d'une personne majeure qui chasse en règle. Donc, différent pour la chasse. OK. À partir de quel âge un jeune peut-il consentir à des relations sexuelles avec un partenaire du même âge? C'est des questions faciles. Moi, je vous dirais 16 ans. OK. On avait comme, je réponds, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans. Donc, dès l'âge de 12 ans, donc, un jeune peut consentir à des relations sexuelles. Donc, son partenaire doit toutefois avoir moins de 2 ans d'écart avec lui. Donc, si on a 12 ans, 14 ans, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 17. Donc, puis, il faut faire attention parce que dans certaines situations, le consentement du jeune n'est pas valide. Donc, il faut avoir un consentement qu'on appelle libre et éclairé. Donc, c'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a une relation d'autorité entre les deux partenaires. Donc, le consentement n'est pas valide. Donc, là, situation d'autorité, si on va plus
de façon adulte, là, l'étudiant avec son professeur, le patron avec son employé. Donc, il faut s'assurer que le consentement est libre et éclairé. Je ne vous cache pas ma surprise. Le 12 ans Oui. de consentement avec Oui. un Et écart probablement de que les gens 2 qui nous ans. regardent ont la même surprise. Il ne faut pas oublier l'écart de 2 ans. Donc, 12 ans et 18 ans, ça ne marche pas. Là. 12 ans et 16 ans, ça ne marche pas non plus. 12 ans et 14 ans, c'est égal. OK. Là, l'arbre de votre voisin a bien profité de l'été et les branches empiètent maintenant sur votre terrain. La loi vous autorise à couper l'arbre, couper les branches qui empiètent sur votre terrain, couper seulement les branches qui nuisent à l'utilisation de votre propriété. Aucune de ces réponses. Moi, je dirais couper les branches qui empiètent sur le terrain. La propriété. Couper seulement les branches qui nuisent à l'utilisation de votre propriété. Alors, moi j'aurais dit qu'on coupe les branches qui nuisent sur le terrain mais là, ce serait aucun de ces Donc, réponses. c'est les règles du bon voisinage et tout ça. Donc, dans cette situation-là, on ne peut pas se faire justice nous-mêmes. Donc, ça que je me souviens, on a déjà fait une chronique là-dessus. Je pourrais peut-être rafraîchir la mémoire dans les prochaines parce semaines. Que honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. Parce que c'est spécial, là, les branches d'arbres. Donc, vous pouvez tenter de vous entendre avec votre voisin, c'est la première chose. Donc, parlez à votre voisin s'il y a des branches qui empiètent chez vous pour que lui-même il les coupe et tout ça, parce qu'on ne peut pas d'emblée couper les branches. Puis en dernier recours, donc, on peut aller au tribunal pour forcer le voisin à couper ses branches, là. Donc, puis il faut démontrer, si on va jusqu'au tribunal, il faut démontrer vraiment que les branches nuisent sérieusement à l'utilisation de votre propriété. Donc, on ne peut pas se lever le samedi matin, ça fait 3 mois là, qu'on voit les branches dépasser, puis on n'est plus capable, sans avoir parlé à notre voisin, puis le faire automatiquement. Non, il faut le parler, il faut qu'il le fasse lui-même. S'il ne veut pas le faire, bien, vous allez le mettre en demeure jusqu'à temps que peut-être d'arriver au tribunal, puis d'avoir un jugement, mais il faut vraiment que ça nuise à l'utilisation de votre propriété. Fait que c'est très délicat, les situations de problèmes de voisinage. Est-ce que les branches doivent absolument nuire ou si les branches sont là et que ça ne dérange rien, ils passent un peu au-dessus de la haie, est-ce que c'est dans toutes les circonstances? Bien, les termes, c'est nuire. Il faut prouver au tribunal que les branches nuisent sérieusement à l'utilisation de votre propriété. Donc, il y a sûrement des piles et des piles de jugements et de jurisprudence à lire pour voir comment ça a été interprété. OK. Et c'est toujours bon d'avoir un bon voisinage, oui. D'avoir des bonnes relations. Parmi les affirmations suivantes, une seule est vraie, laquelle? La mise en demeure doit être rédigée par un avocat. La mise en demeure doit être remise par un huissier. La mise en demeure n'est généralement pas obligatoire pour poursuivre quelqu'un en justice. Et la mise en demeure déclenche des procédures judiciaires. Alors, moi, je dirais que la mise en demeure doit être remise par un huissier. OK. La réponse à la mise en demeure n'est généralement pas obligatoire pour poursuivre quelqu'un en justice. Dans la plupart des situations, on n'est pas obligé d'envoyer une mise en demeure pour poursuivre quelqu'un. Donc, même si elle n'est pas obligatoire, il peut être utile d'en envoyer une parce que la mise en demeure, c'est une question de preuve aussi, puis c'est le début des procédures. C'est qu'on vient avertir la personne, voici la situation, voici le reproche que je t'ai fait, voici la demande que je t'ai fait pour corriger la situation avec un délai pour les exécuter. Sinon, je vais entamer le recours judiciaire que j'ai droit pour obtenir la demande que je t'ai fait au départ. Donc, c'est à ça que ça sert la mise en demeure. Mais c'est certain que le fait de l'avoir écrite, de l'avoir écrite par un juriste, de l'avoir fait vraiment livrer avec le rapport d'un huissier, c'est toute une question de preuve, puis de pouvoir prouver qu'on a bien fait la démarche, puis que l'autre partie est informée, puis en bonne et due forme, puis à quelle heure, puis à quel endroit, puis de quelle façon, puis qu'elle ne peut pas se désiter, dire « je ne l'ai jamais eu, je n'ai jamais entendu parler de ça ». Tout est une question de preuve. Donc, la réponse, c'était? C'était la manière que le site l'a mis, c'était qu'elle n'était généralement pas obligatoire pour poursuivre quelqu'un en justice, pour justement établir le sujet que c'est pas obligé d'être rédigé par un avocat, c'est pas obligé d'être remis par un huissier, puis ça déclenche pas nécessairement des procédures judiciaires. La consommation récréative de cannabis a été légalisée partout au Canada en 2018. Au Québec, quelle quantité maximale d'une personne de 19 ans peut-elle transporter sur elle? 0 grammes, 10 grammes, 30 grammes et 150 grammes. Je dirais 10 grammes.
OK. La twist dans cette question-là, c'est l'âge, le 19 ans. Donc, au Québec, il faut être âgé de 21 ans. OK. Est-ce que j'avais la bonne réponse? 21 ans et plus pour posséder du cannabis. Une personne de 19 ans qui transporte une quelconque quantité de cannabis connaît donc une infraction. Là, à partir de 21 ans, je n'ai pas été voir la réponse. Vous avez compris que je ne suis pas une consommatrice. Donc, je n'ai pas été voir la réponse. Mais la trappe dans cette question-là était l'âge. Donc, il faut se souvenir que c'est 21 ans au Québec. C'est vrai quand on la majorité est à 18 ans, mais le droit de consommation, de posséder du cannabis est à 21 ans. Et quand on y pense, c'est vrai. On le sait que la loi est 21 ans, mais je ne l'ai pas vue, celle-là. Parmi les affirmations suivantes, une seule est fausse. Laquelle? Un locataire peut quitter son logement avant la fin de son bail en donnant un avis de 3 mois à son propriétaire. Un propriétaire peut interdire les animaux dans ses logements. Un bail peut être verbal. La régie du logement s'appelle maintenant le tribunal administratif du logement. C'est un mythe. La réponse, là, c'est vraiment un mythe. Un locataire peut quitter en donnant un avis de 3 mois. Celle-là est bonne. Un propriétaire peut interdire les animaux dans ses logements. C'est bon aussi. Un bail peut être verbal. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Je verrai ce Rappelez-vous ça. la question du contrat tout à l'heure ou dans l'autre chronique? Oui. La régie du logement s'appelle maintenant le tribunal administratif du logement. Alors, je dirais un bail peut être verbal, qui est faux. L'affirmation qui est fausse, c'est la première. Donc, l'avis de 3 mois, c'est un mythe. Ben voyons donc. Dans la loi, il n'y a aucun... on ne peut pas résilier son bail par un simple avis, sauf situation précise. Ce n'est pas un avis de 3 mois. Donc, dépendamment de la durée de notre bail, donc si on a une durée de bail d'1 an, c'est... on a 3 mois avant la fin du bail. Donc, si j'envoie un avis au mois de novembre que je quitte au mois de février, que j'ai le 3 mois, ça ne fonctionne pas. Mais au mois de mars, que je quitte au mois de juin, oui, parce que c'est dans les règles du Code civil du bail résidentiel. Si j'ai un bail au mois, bien là, j'avise 1 mois à l'avance. Donc, j'ai vraiment des délais précis en matière de logement résidentiel sur lesquels je peux envoyer mes avis pour résilier un bail. C'est sûr que quelqu'un, au mois de novembre, envoie un avis qui va quitter au mois de juillet, c'est correct. Parce qu'en plus, il est plus long que ce que la loi demande. Il doit payer jusqu'à la fin de son bail. Il doit payer jusqu'à la fin de son bail. Il est responsable jusqu'à la fin de son bail. Un bail peut être verbal, comme le contrat qu'on a vu dans une autre chronique peut être verbal. C'est une question de preuve par la suite. C'est sûr qu'ici, quand on occupe un logement, c'est dur de dire qu'on n'a pas conclu un contrat avec le propriétaire. Oui, le propriétaire peut interdire les animaux dans ses logements. Et le tribunal administratif du logement existe maintenant. Donc, c'est comme le tribunal administratif du Québec ou la commission des normes du travail. C'est un tribunal administratif très précis pour le logement, donc qui va à la suite de la régie du logement. On utilise encore la régie du logement, mais c'est le tribunal du logement maintenant. Mais le mythe du 3 mois, puis si vous avez des doutes concernant les avis pour vos baux, là, retracez votre bail, puis à l'endos, c'est un formulaire prescrit. On est obligé de prendre le formulaire du gouvernement, puis à l'endos du document que vous avez signé, toutes les règles sont là, puis un beau tableau avec les délais également pour ne pas vous faire prendre justement avec la date limite. Tout ça pour le renouvellement de vos bails. Alors, je vous dirais que l'important, c'est de bien lire la question. Oui, c'est comme à l'école. Parce que moi, j'ai des locataires et pourtant, je le sais et je le connais, mais les questions sont un peu comme le 19 ans tout à l'heure. Donc, si je vais habiter chez vous, je vous donne un avis de 3 mois, je peux quitter après. Oui. Alors, il faudra bien lire les questions. L'avis de 3 mois, c'est un mythe. Un locataire ne peut pas résilier son bail par un simple avis, sauf dans certaines situations bien précises. Attendez un petit peu. Ça, c'était notre complément d'information À vélo, il est toujours interdit de pédaler sans casque, pédaler en utilisant des écouteurs, pédaler après avoir consommé de l'alcool ou pédaler à côté de la piste cyclable. Moi, je dirais sans casque. Pédaler sans casque, c'est une mauvaise réponse. J'ai hésité parce que l'alcool aussi. Oui, c'est ça. Le Code de la sécurité routière interdit de conduire une bicyclette en utilisant des écouteurs, même si c'est sur une seule oreille. Donc, c'est vraiment pédaler en utilisant des écouteurs qui est interdit. Moi, j'ai pris les deux. Là. C'est seul entre les deux que j'ai pas pris. C'est ça. La loi n'oblige pas le port du casque ni d'utiliser les pistes cyclables. Puis, elle n'interdit pas de pédaler après avoir consommé de l'alcool. C'est un petit peu le port du casque n'est pas obligatoire? Non.
Non. OK. Puis il est interdit de consommer de l'alcool. Par contre, il est interdit d'en consommer en même temps que vous conduisez votre vélo. Fait qu'après avoir pris une bière, vous pouvez prendre votre vélo, mais vous ne pouvez pas prendre une bière à vélo. Le casque n'est pas obligatoire, mais c'est sûr que c'est toute une question de sécurité, puis on connaît l'importance Oui, et tout ça. Je ne suis pas là pour dire faites du vélo sans casque. Donc, le quiz a été monté pour démontrer un peu les nuances de chaque situation, puis ce que l'on croit qui est vraiment légalisé ou des règles de sécurité que les gens ont adhéré au fil du temps. Alors, j'espère que vous avez appris autant que moi et l'importance, et je le répéterai jamais assez, l'importance de consulter des professionnels parce qu'on se rend bien compte que même en lisant les questions, des fois, un mot peut manquer ou un mot peut changer tout le sens de la question. C'est ça. Ça vous permet justement, si je ramène à mon métier, au niveau des contrats et tout ça, parfois on lit des choses, puis on ne comprend pas le sens, la signification. Et le notaire est là pour l'expliquer puis s'assurer que vous avez bien compris ce que vous signez aussi. Donc, ça vient démontrer que justement, il peut y avoir seulement un chiffre de changer, un mot, puis on vient totalement changer la signification du texte ou la compréhension que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Ça termine notre quiz. Merci beaucoup, Maître Merci Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre ici au 248-57-77. Quand je dis ici, je parle des services juridiques Mallette ou encore au 14 chemin des Poiriers Montmagny. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.